La disruption, c'est une rupture franche. Cette notion de faire les choses différemment avec de l'impact. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe Golden Bees et moi-même sommes très fiers et heureux de vous annoncer l'ouverture du Disrupt HR Paris 2020. Le Disrupt HR est une forme de transgression intellectuelle qui a pour but de vous aider à prendre conscience de changements inéluctables dans le monde des RH. Car effectivement, la disruption ne concerne pas uniquement les startups du numérique. Elle concerne tous les aspects de notre vie. Nos modes de vie, nos consommations, nos usages, nos comportements et même nos croyances. Cet événement se veut authentique. Pas de place pour le bullshit, pitch commerciaux ou encore personal branding. Il s'agit de rebelles qui s'adressent à de futurs rebelles qui veulent les suivre. Et ce rebelle, c'est vous. Et vous avez été très nombreux à répondre présent à cet événement qui, initialement, je le rappelle, a été prévu en physique au Grand Rex et qui, à cause des événements du Covid, ont été complètement revus. Mais malgré le fait qu'on puisse ne plus se réunir, malgré le fait que nos vies personnelles et professionnelles ont été perturbées, l'intérêt et l'engouement pour Disrupt HR est resté intact. Nos partenaires, les speakers, les participants ont répondu une nouvelle fois présents à ce rendez-vous qui, cette fois-ci, est 100% digitalisé et diffusé en streaming. Le succès de cet événement porte un message très fort. C'est que le changement dans le monde des RH est non seulement souhaité, mais également attendu. Il est même déjà en cours. Et comme toute évolution et révolution, ça passe par la prise de parole de leaders qui vont dire haut et fort tout ce que tout le monde pense tout bas. Toute l'équipe Golden Bees et moi-même tenions à vous remercier pour votre contribution à la disruption du monde des RH. Un grand merci également à l'ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus et qui ont rendu possible la réalisation de cet événement. Bon Disrupt HR à tous. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir et d'animer cet événement Disrupt HR Paris 2020, 100% digital et en streaming ici depuis le Grand Rex. Nathalie Croiset, alors je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique. On va se demander le rapport qu'il y a avec l'événement qui se déroule actuellement. En fait, il y a un rapport très fort puisque la transition écologique, ce sont aussi les sujets sociétaux. Ça veut dire changer totalement de modèle et aussi changer de modèle dans nos méthodes de travail et dans les RH. Et c'est ce qu'on va voir à travers cet événement mondial qui a lieu pour la première fois ici en France. Un petit mot de vocabulaire puisqu'on parle de disrupt, de disruption aussi. Figurez-vous, quand on cherche le mot dans le dictionnaire, on le retrouve dans quand même le dictionnaire de la langue française de 1874 d'Émile Littré qui dit que le mot disruption signifie rupture ou fracture. En fait, le disrupteur, c'est un peu le perturbateur, hein, celui qui déboule sur un marché aux situations établies et qui le bouleverse avec une proposition de valeur inédite. On peut évidemment citer par exemple Elon Musk avec SpaceX qui bouleverse tout. Mais il n'y a pas que les startups, comme disait Fariacha il y a un instant, il y a aussi les RH et c'est ce qu'on va voir, une série de pitchs qui vont bousculer les codes et qui vont même décoiffer. Mais on parlait il y a un instant des partenaires qui accompagnent cet événement Disrupt HR. C'est pourquoi j'invite à me rejoindre à présent sur scène l'un d'entre eux. J'invite donc à me rejoindre sur scène l'une des partenaires de cette aventure, Anne Flamand. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être présente pour cet événement Disrupt HR. Alors on respecte les distances de sécurité, vous l'avez remarqué. On n'a pas de masque, mais voilà, distanciation sociale évidemment puisqu'on est en pleine période de crise sanitaire. Alors vous êtes co-founder and managing director, pour bien parler anglais, de Zcom. Pourquoi Zcom soutient cet événement mondial qui là se déroule en France, Anne? Alors, écoutez, être partenaire aujourd'hui de Disrupt HR, pour parler aussi un
petit peu anglais. Ça nous a paru comme une évidence chez Zcom avec mon associé, l'innovation étant pour l'agence au cœur de notre positionnement. On est une agence de communication employeur, on peut dire aussi de marketing ressources humaines aujourd'hui, et nous avons l'habitude d'innover au cœur de nos métiers et d'apporter des solutions innovantes, disruptives, créatives à nos clients qui nous confient leurs problématiques de communication RH et de recrutement notamment. Alors c'est vrai que l'innovation, on en parle beaucoup et nous avons l'habitude aussi à l'agence de soutenir les startups en matière de communication, de ressources humaines, de recrutement et d'être aussi en étroit partenariat avec des partenaires innovants sur le marché des ressources humaines. Donc fort de cette écosphère, on peut dire que nous aussi, nous sommes un acteur innovant sur notre marché de la communication RH. Et d'ailleurs, j'en profite aussi je profite de ce pitch et de cette audience nombreuse, qui n'est pas forcément live, mais c'est tout comme, pour annoncer la 3e édition de notre événement Innovation. Alors le Now est important dans le nom. C'est un événement que nous organisons depuis 3 ans maintenant. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que on imagine aujourd'hui que l'innovation, elle a lieu aujourd'hui et que l'innovation RH n'est pas, on va dire, une projection futuriste des entreprises, de l'emploi et de nos organisations, mais c'est bien un enjeu à la fois culturel, stratégique, technologique et certainement digital auquel on doit répondre aujourd'hui. Et c'est même le rôle, on va dire, des décisionnaires et des communicants RH d'assumer et de livrer cette bataille culturelle pour innover aujourd'hui et pas forcément demain. Donc j'aime bien cette idée de disruption, j'aime bien l'idée aussi de rébellion, puisqu'on est bien sur cette bataille à mener au sein des entreprises. Et on accompagne d'ailleurs nos clients décisionnaires RH à mener et à être sur le front avec la direction générale, avec le DAF, avec la DSI. Donc la DRH est vraiment aujourd'hui au cœur de cette révolution culturelle RH. Merci Anne Flamand de Zcom, donc l'un des partenaires de cet événement Disrupt HR. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Vous parliez de rébellion, de rebelles. On va les découvrir à présent puisqu'on va entamer les pitchs. Et donc on va entrer dans le vif du sujet avec le premier pitch de ce Disrupt HR Paris 2020, ici en streaming depuis le Grand Rex. On va parler de méditation. Je pense que ça parle aux uns et aux autres, la méditation en entreprise. Personnellement, quand j'étais salariée, j'en aurais eu régulièrement besoin. Il n'y a pas longtemps, même en indépendante, quand on a un client qui appelle à 23 h parce que ça ne va pas bien et surtout il a plus des problèmes personnels à régler qu'autre chose, on se dit qu'une bonne séance de méditation, ça ferait beaucoup de bien. Et ben, on va prendre maintenant 6 minutes pour méditer. Bonjour, eh bien, je vais commencer sur cette thématique par vous raconter une petite anecdote. Lorsque je rentrais des États-Unis il y a 5 ans, je rentrais de Californie et c'est vrai que la méditation est devenue un peu presque une banalité dans les startups. Donc, arrivant en France, je crée GoJob, qui est devenu le leader de l'intérim, et mon comité de direction, assez rapidement, je leur propose de faire de la méditation. Ils m'ont regardé avec des grands yeux comme ça. Et le premier off-site séminaire, on aime bien faire des séminaires off-site, donc on le fait dans un magnifique lieu, au 25e étage d'une tour avec vue sur la mer, parce qu'on est installé à Marseille. Et je leur dis, écoutez, voilà, vous savez quoi, mettez-vous en tenue de yoga, donc je les avais prévenus à l'avance, et puis on va commencer par une demi-heure de yoga et de méditation. Et je dois avouer que j'ai eu quand même beaucoup de sceptiques, parce que beaucoup de monde n'avait pas fait d'étirement depuis quelques années, et tout le monde se regardait un petit peu les uns et les autres en se disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment est-ce qu'on va me regarder ?» Ça, c'était la première séance. Et puis, maintenant, GoJob a 5 ans. Et donc, comme on fait un off-site séminaire à peu près tous les trimestres, on doit en être à la 30e ou 40e séance.
Et j'ai vu doucement se transformer le regard de mon comité de direction, qui au départ, d'un point de vue très sceptique, finalement presque quand j'oublie de faire la séance de yoga et de méditation avant nos brainstorming et nos comités stratégiques, me demande, me réclame pourquoi ça n'a pas eu lieu. Alors la question c'est yoga et méditation, est-ce que c'est du chamanisme ou le management du futur? Je ne sais pas, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre. Chamanisme, certainement pas. Management du futur, peut-être. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous réunissez autour de vous votre équipe de direction, mais pas que, ça peut être votre équipe, ça peut être votre famille, ça peut être vos proches, et que vous allez aborder des sujets importants, des sujets qui nécessitent d'être alignés, des sujets qui nécessitent de travailler ensemble, en concertation, en alignement avec vous-même, avec votre équipe, mais aussi en alignement avec l'ensemble de l'écosystème, parce que bien souvent, lorsqu'il faut réfléchir à de la stratégie, il faut avoir l'intelligence émotionnelle, plein de choses qui ne peuvent pas passer par des slides ou des tableaux Excel. De l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la compréhension de son écosystème dans lequel on vit. Eh bien, je vous garantis, je ne sais pas si c'est du management du futur ou pas, mais je vous garantis que quand on prend le temps ensemble, pendant 20 minutes, une demi-heure, de s'aligner, de se poser, de respirer ensemble, certains un peu plus mystiques diront de vibrer, d'accorder nos vibrations, mais je vous garantis que ce qui ressort après lors d'une réunion de 2 heures qui a été introduite par de la méditation, ça n'a mais rien à voir. La qualité de ce qui est produit n'a absolument rien à voir avec une réunion qui ne commence pas par ces séances de méditation. Donc, je voulais vous introduire cette petite anecdote pour vous dire que, en tout cas, chez nous, chez GoJob, ça a toujours été game changer. Je vais vous raconter une autre anecdote. Vous n'allez pas le croire, mais c'est une réalité. Vous pourrez regarder dans mon fil LinkedIn, tous les 2-3 jours, je raconte une anecdote sur GoJob depuis le début. Donc, si vous remontez à 4 ou 5 ans, vous verrez que lorsque j'ai fait ma première levée de fonds, j'ai rencontré un grand monsieur qui est une grande fortune de Belgique et qui avait proposé d'investir chez GoJob. J'ai été invité à le rencontrer dans son bureau. Alors, ce n'est pas dans le 16e arrondissement, mais ça y ressemble, c'est le 16e de Bruxelles. Et le premier truc qu'il me dit, bah, tiens, j'ai cru comprendre que tu faisais un peu de yoga et de méditation. Assieds-toi avec nous là, dans la salle et puis on va commencer par une demi-heure de méditation. On s'est posé. On a respiré ensemble pendant une bonne demi-heure. On est sorti de là. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Ok, maintenant on va parler un peu de business. » On a parlé un quart d'heure, une demi-heure. On n'a pas ouvert un seul tableau Excel. On n'a pas ouvert un seul PowerPoint. La discussion s'est posée sur une demi-heure, on se pose ensemble, on s'aligne. Une demi-heure, on se dit les choses vraies, les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on a confiance l'un dans l'autre? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est capable d'expliquer très simplement l'objectif, la mission et la vision vers laquelle on veut aller? Et si oui, après le champ des possibles, les chiffres, les tableurs, c'est presque anecdotique. À l'issue de cette réunion, 1 heure après, il me rappelait, il me disait « Écoute, il n'y a pas de problème, j'investis 1 million dans ta boîte. » Donc, management du futur, à nouveau, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'apanage de quelques illuminés dans des salles de yoga ou de quelques gourous en Inde ou dans des harams. C'est aussi l'apanage des grands dirigeants, des grands financiers qui de plus en plus prennent conscience que, appelez ça comme vous voulez, le grand mouvement du monde, le grand mouvement de l'univers, la relation d'humanité qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise, d'une famille ou autre, mais en fait, ils sont régis par des lois qui sont très simples, qui sont simplement les lois de la vie. Et ça, les lois de la vie, pour arriver à les capter, je pense qu'il est important de se poser. Alors, chacun a sa méthode. Il y en a, ils vont courir ensemble, il y en a, ils font de la danse, il y en a, ils font plein d'autres trucs. Mais je pense, en tout cas pour l'avoir expérimenté, que la méditation est une de ces voies et qui fonctionne bien. Moi, à titre personnel, ceux qui me connaissent le savent, c'est devenu maintenant un exercice régulier. Tous les jours, je me lève à 5h25, j'ai mon petit rituel, je prends mon petit citron chaud, etc. Et de 5h30 à 6h30 tous les matins, je me pose et pendant 1 heure, je médite. Et
oui, c'est game changer. Est-ce que c'est le management du futur? À nouveau, je ne sais pas, mais c'est vraiment game changer parce que ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus performant, comme on peut le lire dans les livres de management ou autres. Ça ne fait pas de moi de quelqu'un plus intelligent ou autre, ou qui a plus d'énergie. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quand on prend 1 heure par jour pour se poser les vraies questions, on a plus de chances, pour rester modeste, on a plus de chances d'orienter les actions qu'on va faire dans la journée vers des actions qui sont alignées avec nos objectifs que d'aller s'éparpiller dans des sujets qui vite nous prennent 1, 2, 3, 4 heures, voire 1 ou 2 jours et qui finalement ne servent à rien. Donc oui, vraiment, je pense que la méditation, ça n'est pas du chamanisme, mais c'est vraiment une voie vers le management du futur. Merci Pascal Lorne, donc CEO de GoJob. Mais alors moi, ça m'est venu à l'esprit, vous en avez parlé, vous avez une expérience très personnelle, bravo de vous lever déjà à 5h25 du matin. C'est quand même très personnel la méditation, quand on se retrouve quand même dans une entreprise à méditer les uns avec les autres, c'est si facile que ça à faire? Ben, je crois qu'au début, effectivement, il faut briser un peu la glace, mais il faut l'aborder avec beaucoup de naturel, bien rappeler les règles, se dire que ben voilà, il va se passer quelque chose qui est finalement personnel, chacun y met ce qu'il veut. Il y en a qui le font qu'à moitié, on évite de regarder ce que font les autres, et puis il y en a qui se donnent à fond, et puis on rappelle que ça n'est pas de la religion, ça n'est pas du chamanisme, ce n'est rien d'autre que se poser, certains appellent ça de la pleine conscience, un peu d'étirement et de la respiration, hein, je veux dire, hein, donc oui, c'est personnel, mais en même temps, ça n'est rien d'autre que prendre conscience de son humanité, hein, donc, mais ceci dit, c'est pas simple de prendre conscience. Non, c'est de pas son simple. humanité. Et on est quand même dans un monde aussi où il y a une sorte de réunionnite aiguë. Hein. On est de plus en plus à vouloir multiplier les réunions et à courir après le temps. Donc il faut prendre ce temps aussi. C'est là où on va disrupter. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que 6 mois après le confinement, on peut commencer à mesurer la transformation, parce qu'on est en train de parler de disruption. Je pense qu'il y a une expérience collective humaine qui est unique dans l'histoire de l'humanité. 3-4 milliards de personnes, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur titre, quelle que soit leur fonction dans la société, quel que soit leur sexe, leur âge, ont toutes, pendant 2 mois, été amenées à vivre une expérience collective qui est de rester chez soi et donc d'être confronté à des questions assez personnelles. Donc des choses qui n'étaient pas possibles avant, comme par exemple essayer de convaincre le CEO d'une grande boîte que le télétravail fonctionne, voilà, essayer de convaincre des salariés qui n'avaient pas l'habitude de changer leurs habitudes de travail. Là, collectivement, l'expérience a montré, parce que chacun l'a vécu dans sa chair, que c'était possible. Et je pense que collectivement aussi, pendant ces 2 périodes de 2 mois de confinement, il y a eu une prise de conscience collective à quel point le travail peut être vécu différemment et le rapport de l'intime à son organisation par rapport à ses collègues et sa famille peut être vécu en mêlant de l'intimité. Il y a encore 3 mois, c'était juste mais impensable de penser qu'il y avait une réunion pendant laquelle on voyait quelqu'un avec le gamin qui passait derrière, la couche à moitié débraillée. Ça aurait été jugé comme quelque chose mais de absolument non professionnel. Aujourd'hui, c'est devenu... Bon, ok, bah, c'est pas monnaie courante, mais c'est intégré. Donc je pense que l'intime commence à rentrer aussi dans la sphère du champ des possibles au sein de l'entreprise. Et ça, pour moi, je pense, c'est une véritable révolution, parce que le champ de l'entreprise ne doit pas être uniquement l'apanage, je pense, des chiffres et de la science froide. Je pense que l'entreprise de demain, et c'est pour ça que je parle de management du futur, je pense que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui est capable de prendre en compte notre humanité, en fait. Et quand on aura tous pris ça en compte, ben, je pense que l'entreprise sera un vrai lieu d'expression du changement. Prendre en compte notre humanité et méditons. On a bien retenu aussi ce que vous venez de nous dire. Merci à vous, Merci. Pascal Lorne. Et bon courage, bonne méditation. Vous suivez toujours en streaming l'événement Disrupt depuis le Grand Rex. La prochaine intervenante va parler de la stratégie du bon sens, qui est une approche qui finalement est souvent oubliée en entreprise. Alors je vais vous faire une petite citation. On ne voit pas tous les jours le bon sens et la raison sortir des lèvres d'une jolie femme. Je sais, c'est purement sexiste. C'est un auteur qui s'appelait Pierre-Jules Stahl du 19e siècle. Il a été totalement oublié et tant mieux parce que là, on va vous prouver le contraire. Place à présent à 6 minutes de bon sens, typiquement féminin. Amis RH, bonjour. Déjà pour commencer,
On est bien d'accord qu'avoir du bon sens est beaucoup plus facile quand on est de l'extérieur et pas la tête dans le guidon, comme vous l'êtes particulièrement en ce moment. D'ailleurs, à propos de bon sens, je pensais qu'il y avait 4 formes, moi, de télétravail. Le télétravail à 100%, le télétravail pas du tout, vous rentrez tous au bureau, le télétravail à la carte, ou alors le télétravail imposé où on vous dit c'est 1 jour ou 2 jours par semaine. J'ai découvert récemment qu'il y en avait un 5e. Ça existe. Un 5e où on vous dit rentrez au bureau, en revanche, aucune réunion n'est acceptée. En présentiel, bien sûr. Donc, on se retrouve avec un scénario où on fait du distanciel et de la visio sur site. Alors, ça a peut-être du sens, hein. Du bon sens, ça, je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir derrière vos jolis écrans qui nous ont bien aidés pendant le confinement. Alors, si on parlait aussi, par exemple, collaboratif. Souvent, je rencontre des personnes en entreprise qui me disent « Écoute, je ne comprends pas, Caroline, les gens n'utilisent pas l'outil. On leur a pourtant fait une formation. » Alors, question 1, est-ce que les managers sont sur l'outil et pratiquent et s'expriment sur cet outil? Est-ce que le président y est? Et puis, sinon, les primes, elles sont calculées comment? Parce que si c'est toujours individuel, c'est compliqué quand même. Vous voyez? Donc le collaboratif, ça ne se déclare pas. Autre exemple, l'engagement. On parle beaucoup d'engagement. Alors on a encore inventé un nouveau mot. Avant, on parlait juste de motivation. Mais pour avoir la motivation de ses collaborateurs, ce n'est pas non plus une déclaration. Ce n'est pas une meilleure expérience collaborateur sur les outils digitaux. C'est surtout comment on crée les meilleures conditions pour qu'ils se sentent à la fois alignés avec la vision, les valeurs de l'entreprise, les postures managériales exercées, et puis surtout qu'ils se sentent plus grands chaque jour, qu'ils apprennent. Recrutement, je l'aime bien celui-là aussi. Ah, on envoie des annonces, hein. Vous avez déjà travaillé dans notre secteur que vous maîtrisez parfaitement. Mais si vous voulez changer, si vous voulez vous transformer, mais prenez des collaborateurs qui viennent d'un autre secteur, qui auront un regard neuf, comme celui que je pose là en ce moment, je suis de l'extérieur. Et puis, on parle aussi beaucoup de soft skills, vous savez, les compétences douces, comportementales. Parce qu'on se dit que finalement, les expertises techniques, on pourra toujours les apprendre dans l'entreprise en question. Et puis de toute façon, sur les nouveaux métiers, on ne les connaît pas encore. Parfait. Mais les soft skills, les compétences comportementales, elles s'exercent dans un groupe, au sein d'un collectif. Alors sincèrement, pourquoi on pense encore que des entretiens en individuel et pas en groupe? Vous voyez, les candidats arrivent et on les fait s'exercer dans une simulation de jeu pour voir comment ils se comportent, quelle attitude. Et est-ce que leur intelligence relationnelle est bien présente, en tous les cas, celle qui est attendue dans votre organisation. Parlons maintenant innovation et agilité. Ah oui, hein, ça, je vous avais prévenu, je vais faire le tour de manège des buzzwords des RH. Alors, innovation, agilité, très bien, mais vous connaissez ce proverbe? Le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, est-ce qu'on est bien sûr que là-haut, ils sont d'accord pour innover? Parce que innover, ça ne veut pas dire juste créer. Ça veut dire trouver des nouvelles façons de travailler, trouver des nouvelles façons de déclencher des nouvelles lignes business. On est dans un changement profond. On va forcément prendre des risques. Et puis autre chose, avant de vouloir vraiment innover, assurez-vous que vos directions achats, vos directions juridiques, elles aient aussi envie de s'adapter. Parce que demain, par exemple, en tant qu'RH, vous voulez faire un appel d'offres pour trouver une nouvelle solution technologique pour, à un moment, dans l'expérience collaborateur, l'améliorer. Vous allez forcément interroger des startups. Mais si on ne change pas les contraintes de référencement actuelles de votre organisation, qui est plus ou moins importante, mais les startups ne pourront pas, ne serait-ce que même répondre, elles ne rentreront pas dans le cadre. Alors vous voyez, la transformation, elle est au-delà, bien sûr, des RH. Et finalement, si j'essayais de prendre une image ou un vœu, je vous souhaite réellement de commencer la transformation de votre organisation par vous-même. C'est mon ami Léon, bon, pas Léon, pas Jean Reno, évidemment, Léon Tolstoï, qui nous disait « Tout le monde souhaite changer le monde, mais personne ne pense à se changer lui-même. » Et sur ce sujet, il n'y a pas mieux qu'en tant qu'RH d'essayer de transformer déjà
sa propre équipe, son propre département, de se mouiller un peu à ces nouvelles méthodes agiles, de co-construire avec les collaborateurs, pourquoi pas la stratégie RH de demain. Et ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est demain d'être fiers, heureux, de vous appeler autrement, et ça existe déjà dans certaines entreprises, que la DRH devienne la direction de la transformation et de l'expérience collaborateur. Et ceci, bien sûr, en duo avec une personne clé aujourd'hui dans les organisations, le Chief Digital Officer ou le directeur de l'innovation et bien sûr, le grand patron. Merci. Caroline Loisel, vous êtes donc conférencière, formatrice, on vient de le voir à travers votre pitch, une grande aisance pour parler de stratégie du bon sens. Je disais en introduction, finalement c'est une approche qui a été un peu oubliée en entreprise. Pourquoi on a perdu ce bon sens? Je pense trop de process, trop de lourdeur, trop de choses à faire pas forcément essentielles, des reportings, des multi-reportings, et puis peut-être aussi la perte de ce contact avec le terrain, parce que ce qui nous empêche d'avoir du bon sens, c'est de ne plus être directement associés au terrain. Ceux qui ont encore du bon sens aujourd'hui dans les organisations, c'est ceux qui sont le dernier maillon de la chaîne. Si je prends une enseigne de distribution, c'est les directeurs de magasins, toutes leurs équipes, les caissières, eux, ils en ont encore du bon sens. Alors écoutons-les. Écoutons-les. Et vous avez donné quelques clés quand même pour justement retrouver du bon sens, la collaboration, l'intelligence collective dont on parle beaucoup aussi. Oui, tout à fait. L'intelligence collective, il y a une grande enseigne de distribution spécialisée dans le bricolage qui la pratique parce que l'intelligence collective, on pense que, allez, un petit groupe de 10 personnes, ça passe encore. Mais non. Elle le pratique non seulement à plus de 20 000 collaborateurs et en plus sur un sujet qui est quand même la vision de l'entreprise à 10 ans. Donc c'est possible. Ils le font depuis plusieurs décennies, ils n'ont pas attendu le tournant digital pour se dire que finalement, ceux qui avaient certainement les bonnes idées, c'était les gens qui étaient sur le terrain. Ben, merci beaucoup, Caroline Loisel. Merci. Merci de nous suivre en streaming. On poursuit ce Disrupt HR Paris 2020 depuis le Grand Rex. On va à présent parler d'héritage en entreprise, une fatalité. Quand on parle d'héritage, moi j'ai envie de dire qu'entrer dans une maison, c'est entrer dans une famille, c'est hériter d'ancêtres et de lieux communs, c'est partager aussi toute une histoire et évidemment c'est en lien avec son moi personnel, avec son histoire personnelle. Découvrons à présent en 6 minutes des personnages qui font notre histoire managériale. Que faites-vous de votre héritage managérial? Cette question, j'ai eu à me la poser il y a quelques années quand j'étais DRH et qu'on m'a demandé de mettre en place une nouvelle culture d'entreprise. Pour cela, j'ai eu besoin de créer 5 cultures managériales dont je ne voulais plus. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient souvent héritées. Et ça m'a vraiment permis de choisir un modèle qui m'a semblé efficace. Donc je vais vous présenter 6 cultures d'entreprise. Pour mieux appréhender ces 6 cultures managériales, je me suis appuyé sur les différents états du moi en analyse transactionnelle. Je vous rassure, je ne vais pas faire quelque chose de technique, j'en serais bien incapable. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première culture héritée, c'est celle qui s'inspire de l'enfant libre en enfant managérial. L'enfant libre, c'est comme Tom Sawyer. Tom Sawyer, il est centré sur ses besoins, le reste ne compte pas. En entreprise, ça donne une culture centrée sur l'argent. Et donc, les salariés, les clients, l'administration sont vus comme des vaches à lait ou des obstacles. Et l'organisation, il n'y en a pas, puisque s'organiser, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et j'ai une amie qui s'appelle Véronique, qui travaille dans une entreprise Tom Sawyer. Et elle m'a dit, chez nous, c'est la loi de la jungle. Et quand le roi de la jungle, c'est un pervers narcissique, j'en dis pas plus. Et donc j'ai mis à la poubelle la culture Tom Sawyer. La culture qui s'inspire de l'enfant rebelle, ça donne ça. Un village gaulois, vous le connaissez bien. Et le village gaulois, il est fondé sur un principe de valeurs, mais des valeurs qui excluent. Quand vous êtes germain et que vous arrivez dans un village gaulois, on vous coupe la tête. Et ça finit par donner une entreprise avec des salariés consanguins. Et j'ai une amie qui travaille dans une entreprise village gaulois comme ça, elle s'appelle Véronique. Et elle m'a expliqué qu'elle s'était fait recadrer il y a quelque temps par son manager,
qui lui a reproché d'être mal intégrée à l'entreprise. Mais elle m'a raconté ce qui se passait. 2 fois par semaine, les salariés de cette entreprise vont boire des bières le soir. Et Véronique, avec ses enfants, c'est pas possible. Et donc, elle se fait exclure naturellement. Donc j'ai mis à la poubelle la culture du village gaulois. 3e culture héritée, c'est celle qui s'inspire c'est celle qui s'inspire de l'enfant adapté. Vous voyez, l'enfant adapté, c'est celui-là, celui qui dit toujours oui de la tête. Pourquoi tu dis oui? J'ai envie de l'appeler Grand Rex ce soir. Pourquoi tu dis oui de la tête, Grand Rex? Eh bien, il dit oui parce qu'il a peur du conflit. Et la peur du conflit, ça donne le pouvoir à ceux qui osent. Et ça crée une fracture entre ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Et j'ai une amie qui travaille dans une entreprise comme ça, qui s'appelle Véronique, et elle m'a dit que dans son entreprise, c'est le dernier qui parle qui a toujours raison. Et donc j'ai mis à la poubelle la culture du petit chien qui dit oui. 4e culture héritée, c'est celle qui s'inspire du parent nourricier. Le parent nourricier, c'est un peu une mère poule qui protège ses poussins dont on ne sait quel danger et qui finit par les étouffer. En entreprise, ça donne le pouvoir à ceux qui pensent et qui décident à la place des autres. Et les besoins individuels sont étouffés. Et j'ai une amie qui s'appelle Véronique, qui travaille dans une entreprise mère poule. Elle m'a raconté que sa direction avait mis des millions et des millions d'euros pour développer un nouveau logiciel de design. Et que quand ils les ont installés, ils se sont rendus compte que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour les faire tourner. Et qu'ils avaient déjà le problème avec l'ancien logiciel de design. Et donc, j'ai mis la culture mère poule à la poubelle. Enfin, dernière culture héritée, c'est celle qui s'inspire du parent normatif. Parent normatif, c'est celui qui est persuadé que tout doit se régler par la loi. Et donc, en entreprise, quand un problème arrive, on pond une procédure, une note de service, une charte. Et 6 mois plus tard, bizarrement, le même problème revient. Et à ce moment-là, tous les petits schtroumpfs à lunettes de l'entreprise se disent « on a vraiment embauché des mauvais ». Et ça crée là aussi une fracture. J'ai une amie qui travaille dans une entreprise de schtroumpfs à lunettes, elle s'appelle Sarah. Et elle me dit que la direction a pris un salarié en train de voler un stylo dans une armoire à fourniture. Et que depuis, ils sont obligés de monter au 2e étage pour aller prendre la clé de l'armoire auprès de l'assistante de la direction et de remplir un registre. Et donc j'ai dit la culture du schtroumpf à lunettes à la poubelle. Donc vous voyez, ces 5 cultures managériales, je n'en ai pas voulu. Et celle que j'ai choisie, c'est celle qui s'inspire de la posture d'adulte. C'est quoi la posture d'adulte? Je vais le résumer à travers une amie qui travaille dans une entreprise adulte et qui me dit tous les 4 mois, on se réunit pour choisir nous-mêmes notre salaire. Pourquoi? Parce que le principe de ces entreprises, c'est de faire confiance aux salariés. Et toute l'organisation de l'entreprise est mobilisée pour les rendre autonomes et responsables. On arme les salariés. J'ai eu la chance de mettre en place une telle culture managériale et je ne reviendrai pas en arrière. Mais pour conclure, j'ai envie de vous poser une question. Vous qui êtes dirigeante ou dirigeant d'entreprise, croyez-vous sincèrement du fond de votre cœur que chaque salarié est capable de faire des choix? Je vous remercie. Alors Thomas Bouchard, vous êtes expert en transition managériale, vous nous avez décrit toutes ces cultures d'entreprise. Très bien, vous l'avez mis en place, mais comment on fait pour bouger les lignes? Parce qu'elles sont sacrément ancrées dans certaines entreprises, ces cultures. Hein. Oui, et en fait, ça passe par une remise en question personnelle. Donc c'est le premier pas, c'est savoir se remettre en question. Et après, quand on commence, on ne s'arrête plus, et plus on se remet en question, plus on avance, et plus on se rend compte de la liberté, de la joie que c'est. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous avez adressé aussi au patron de faire confiance aussi aux salariés. Ça passe par quoi? Quelles sont les petites clés peut-être qu'on pourrait donner aussi à ceux qui nous suivent? Ça passe par déjà une confiance en eux-mêmes, qu'ils écoutent leur âme, le fond de leur cœur. Cette petite voix dont on a déjà parlé et qui dit des choses, il faut l'écouter. Et il y a beaucoup de bon sens, mais c'est le cœur avant tout. Alors, vous avez souvent parlé de Véronique. C'est qui Véronique? Elle est dans plusieurs entreprises, en plus, la pauvre. Et oui, et j'avais le choix dans les prénoms, donc j'ai choisi celui-là. Il y a eu Sarah, un moment, quand même. Il y a eu Sarah, ouais. Et Véronique, parce que c'est un prénom assez commun, et donc ça nous représente tous et toutes.
C'est tout. Merci pour les Véroniques qui nous suivent. En tout cas, c'est encore des femmes qui subissent les difficultés venant de leurs supérieurs. Oui, mais dans le 6e état, c'est une femme aussi qui est en entreprise adulte. Et donc finalement, c'est elle qui fait changer les lignes. C'est avec ça qu'on disrupte aussi. Pas que les femmes, les hommes aussi. Les RH aussi peuvent disrupter. Voilà, merci beaucoup à vous, Thomas Bouchard. Merci. Le pitch qui arrive va nous mener tout droit à la prospective. Alors son créateur Gaston Berger dit que c'est une science de l'homme à venir. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va prédire l'avenir, mais le but c'est d'éclairer les choix faits dans le présent. Donc il va être en quelque sorte, on peut le dire, un phare pour nous guider. Il a 6 minutes pour nous éclairer. Bonjour à tous, je vais effectivement vous essayer de vous éclairer sur ce qui va venir après, bien que l'après c'est une notion complexe en ce moment puisqu'on est en pleine phase de transformation et de déstabilisation, on n'arrive pas vraiment à voir clair dans ce qui est en train de se passer. Ne serait-ce que dans les fondamentaux en fait de notre société, aujourd'hui on est ébranlé dans ce que l'on pensait pour acquis. À commencer par la consommation. Le mythe de la surconsommation, celui qui rendait heureux les ménages, les individus, c'était bien de consommer, de changer de voiture, de changer de lave-vaisselle, de changer de télévision. Aujourd'hui, ce mythe, il s'est inversé. On a la honte de prendre l'avion, on a tous ces phénomènes qui font que la consommation, c'est devenu impur. On a également, bien évidemment, cette histoire de virus, des choses que l'on pensait impossibles, comme par exemple de mettre toute la population en confinement, ça c'est fait. On a également des catastrophes naturelles à répétition qui bouleversent notre quotidien et surtout nos croyances. Et on a surtout toute cette vague de conspirationnistes, de complotistes, de collapsologues qui essaient de nous faire avoir une vision différente sur la vérité. On ne parle plus de fake news aujourd'hui, on parle de vérité alternative, à savoir chacun sa vérité, à vous de choisir votre camp. Donc on a la société du XXIe siècle qui est bouleversée et qu'on a du mal à définir. Au niveau des entreprises, là c'est pareil, on a une situation qui est extrêmement tendue. Donc par le haut, on a des directeurs et des actionnaires qui ont fait toute la carrière dans les 30 glorieuses, donc qui eux ont ce référent dans leur culture. Or aujourd'hui, en 2020, la situation elle est complètement différente. On n'a pas les mêmes taux de croissance. On a une croissance nulle, voire on a une croissance négative. Donc c'est compliqué d'expliquer à ces gens-là que on ne peut plus faire de matraquage publicitaire, que l'on ne peut plus faire d'économie d'échelle, de production à grand volume. Tout ça, ce sont des choses qui ont bien fonctionné au XXe siècle, mais qui ne fonctionnent plus maintenant. On a également par en dessous une réalité opérationnelle avec les ERP, ces fameux logiciels de gestion auxquels on ne peut pas toucher. Voilà, c'est comme ça, ils sont là, c'est comme les procédures, on est obligé de les subir. On a également une concurrence qui est de plus en plus rude avec les GAFA, avec les plateformes numériques, avec les startups, les micro-marques qui intensifient la pression concurrentielle. Et on a également tous les impondérables qui arrivent au niveau du marché, les virus, les catastrophes naturelles, les fuites de données, les activistes qui du jour au lendemain peuvent décréter que vous êtes l'ennemi ultime. On a également les anciens employés qui peuvent se retourner contre leur employeur et révéler des secrets, voire en inventer. Je vous rappelle que là, la vérité, elle est trouble, d'accord? Il n'y a pas de vrai ou de faux, on est dans une séquence où tout est question de point de vue. Donc on a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, les entreprises sont déstabilisées. Donc une déstabilisation générale, à la fois macroéconomique au niveau de la société, de l'environnement, et microéconomique au niveau des entreprises. Ce qui fait que, très clairement, on ne peut pas continuer à faire comme avant. On ne peut pas continuer à ignorer les changements qui sont en place pour pouvoir bien se projeter dans l'avenir, dans l'après, que l'on ne sait pas encore définir. Là n'est pas la question. L'important étant de se mettre dans une dynamique d'acceptation du changement. Et ça va passer par différents chantiers au niveau des entreprises. Le premier déjà, il est immédiat, ça va être d'encaisser le choc, d'accord? Donc d'arrêter cette logique de croissance. Tous les ans, il faut faire plus 10%. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est pas possible. Déjà en 2020, puisque ça sera plus moins 20 ou moins 30%. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on enclenche une logique de résilience pour pouvoir continuer à opérer une activité alors que l'on fait moins 30% de chiffre d'affaires.
Donc travailler l'adaptabilité, premièrement. Deuxièmement, il faut donner une raison aux salariés de se lever tous les matins. Ces mêmes salariés qui sont chez eux en pyjama depuis 6 mois, qui touchent leur salaire et qui ont le temps de cogiter et de se dire « mais au final, à quoi ça sert de se lever tous les matins, d'aller travailler dans une entreprise avec des collègues qui me cassent les pieds et pourquoi au final, je ne sais pas ». Donc le deuxième chantier, leur donner une raison de se lever tous les matins, les mobiliser autour d'une vision et d'une mission. Troisième chantier, puisque vraisemblablement le télétravail, la vente à distance vont se développer de façon exponentielle, il faut réduire la dette numérique. Donc accélérer la transformation digitale pour pouvoir faire en sorte que les employés puissent continuer à travailler et faire en sorte qu'on puisse vendre aux clients, même si on a ces soucis logistiques de distance et autres. Et enfin, le quatrième chantier, c'est se projeter dans la 4e révolution industrielle et entamer en fait la mise en œuvre de processus d'automatisation, de robotisation et d'implantation d'intelligence artificielle. Là encore une fois, on a un petit travail pédagogique d'acculturation pour essayer de rassurer les collaborateurs, leur expliquer que le but de la manœuvre, ce n'est pas de les licencier tous et de les remplacer par des machines. C'est simplement leur dire qu'on va travailler différemment, notamment travailler de concert avec la machine. Tout ceci nous amène aux ressources humaines et à concrètement à quoi est-ce qu'il faut que les services des ressources humaines et les DRH travaillent. Premièrement, au niveau des recrues, abandonner définitivement cette culture du diplôme et s'orienter plutôt vers la recherche de compétences, voire la recherche de potentiel. Deuxièmement, mettre de côté également, en termes de montée en compétences, les catalogues de formation. D'accord ? Tous les ans, vous avez droit à 2 formations, 2 jours, piochez dans le catalogue, vous y allez pas, c'est pas mon problème. Si, c'est votre problème, parce que l'entreprise a besoin de développer de nouvelles capacités. Donc là, on va plutôt aller vers des parcours pédagogiques ou vers des logiques d'apprentissage continu. Et troisièmement, développer les capacités d'action dans de bonnes conditions. Ça veut dire arrêter de sous-traiter à tout va, de laisser des prestataires faire tout à votre place, quitte à ce que vous soyez complètement dépendant d'eux, et aller plutôt vers une logique de co-traitance, où on va partager les responsabilités, voire vers une logique d'extra-prise, à savoir, j'ai des ressources à l'extérieur de l'entreprise que je peux mobiliser en fonction de mes besoins, en fonction de la saisonnalité. Donc, pour les DRH, travailler sur ces 3 pans-là, les recrues, la montée en compétences et les capacités. 3 capacités qu'il faut déployer, développer, si on veut espérer survivre à un environnement qui va être de plus en plus compliqué et qui ne fera pas de cadeaux. Alors Frédéric Cavazza, marketing, technologie, je me tiens à distance, parce que là vous avez parlé du Covid et tout ça. On n'a pas de masse, mais on respecte les distances aussi sur cet événement, il faut bien le dire. Alors vous avez dit la décennie prochaine, elle ne va pas faire de cadeaux. Quand on vous écoute, il y a plein d'enthousiasme d'un côté, d'un autre, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Alors déjà, j'aimerais savoir, l'entreprise qui a plus de croissance, là, qui se dit j'arrête la croissance, mais elle fonctionne comment là ? Il y a différentes façons en fait. On peut se dire, soit on est dans une recherche de croissance du chiffre d'affaires, soit on peut également essayer de réduire les coûts, notamment en passant par de l'automatisation, de l'optimisation des processus. Donc c'est tout à fait possible, avec un chiffre d'affaires constant, d'arriver à continuer à être à peu près rentable et d'éviter, on va dire, une restructuration massive et brutale, comme on peut le voir aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà, automatisation, on se rapproche de l'intelligence artificielle, on dit beaucoup que ça va permettre de soulager certains métiers, mais que ça va en faire disparaître d'autres. Vous avez beau rassurer, c'est quand même aussi un sujet qui est un petit peu sensible. C'est dommage parce qu'on a la mémoire courte. Laissez-moi vous rappeler qu'il y a 30 ans, quand on a amené l'ordinateur en entreprise, et notamment Excel, on se disait « mais on n'a plus besoin de comptable ». Quand on a ramené Word, on se disait « mais on n'a plus besoin d'assistante ». Voilà, tous ces métiers vont disparaître. Aujourd'hui, on sait bien qu'ils n'ont pas disparu. Donc vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est un travail d'acculturation pour expliquer qu'on ne va pas arrêter de travailler, remplacer un humain par une machine, mais on va plutôt faire des binômes, humain plus machine, pour pouvoir augmenter la productivité individuelle, notamment en soulageant ces gens-là de tâches ingrates et à faible valeur ajoutée. Et alors j'avais un dernier sujet qui me venait à l'esprit, vous avez parlé de raison et d'avoir finalement une mission. On a eu la loi Pacte, on parle d'entreprise à mission, de raison d'être. C'est ça finalement qui va construire l'entreprise de demain et ce qu'attendent les jeunes générations, parce que vous parlez de recrutement.
Ah, complètement. C'est ce qui va motiver en fait les salariés actuels à se lever et les jeunes à aller postuler dans notre entreprise. C'est qu'il faut un cadre de travail qui soit valorisant, mais il faut également une mission qui soit, on va dire, mobilisante. Ça va être quelque chose de compliqué parce qu'on en a un certain nombre aujourd'hui d'entreprises à mission, et si tout le monde se trouve les mêmes missions ou des missions qui ne sont pas tout à fait raccord avec l'activité, ça va se voir. Voilà, donc là, il y a un vrai travail à faire au niveau des entreprises pour se dire mais quel est notre rôle dans cette société de demain, dans l'après, comment on se projette et est-ce qu'on est sincère dans cette recherche. Et comment on mesure aussi son impact. Merci à vous, Frédéric Cavazza. Merci. Le prochain à monter sur scène va nous parler de rapports de hiérarchie dans les entreprises. Globalement, la hiérarchie pyramidale reste la norme. C'est un système qui a été théorisé au début du XXe siècle par Henri Fayol. L'idée, c'est évidemment qu'il y a un dirigeant et puis en dessous, il y a une cascade de fonctions qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Notre pitcher est l'auteur de L'entreprise à l'écoute de son personnel. Libérons son pouvoir magique. Il a donc 6 minutes pour nous parler hiérarchie. Bonjour à tous. Il y a 10 ans, j'étais le DRH d'une entreprise de 3500 personnes. J'encadrais une équipe d'une trentaine de collaborateurs, que je salue au passage d'ailleurs. J'avais tout. J'avais un beau bureau, un grand bureau, 3 fenêtres, une épaisse moquette. J'avais une belle voiture aussi et une place de parking réservée juste à côté de l'ascenseur. J'avais tout, mais j'avais rien. Mon métier avait perdu son sens, sa saveur initiale, ce pourquoi je l'avais choisi. J'étais usé par tous les combats que je pouvais mener. Combats professionnels, se battre pour les territoires, vivre, survivre, se vaincre, combattre, ressusciter, toutes ces luttes politiques, dites politiques. Un combat personnel aussi. Puisqu'on est piégé dans son ambition, on veut toujours aller plus haut, on veut toujours plus. Et un combat plus intime, en fait, qui est le difficile exercice d'équilibriste, en fait, entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et puis, à un moment donné, j'ai été lassé de tous ces combats, de ces luttes permanentes, à tous les niveaux. J'ai eu envie de déposer l'armure rouillée que j'avais sur mes épaules. Et aujourd'hui, c'est bien le paradoxe. Depuis que je ne suis plus DRH, j'ai l'impression d'être un meilleur DRH. Et cette sensation que j'ai aujourd'hui, elle est liée en fait à l'écoute plus aiguë que j'ai développée d'une voix intérieure qui était déjà présente il y a 10 ans et qui me disait un certain nombre de choses. Voilà 3 choses du coup que j'ai retenues et que j'ai envie de partager avec vous sur ce que me disait cette voix intérieure il y a 10 ans. La première chose que me disait ma petite voix, c'est reste opérationnel, fais du terrain, ne te noie pas dans les projets stratégiques, dans les réunions interminables, reste concret. Et en effet, un RH est utile s'il est opérationnel, s'il est terrain, s'il répond concrètement aux besoins et aux demandes des collaborateurs. La deuxième chose que me disait ma petite voix, quand je l'écoutais, c'était souvent quand je montais dans l'ascenseur et que je me regardais dans le miroir qui me menait à mon bureau et qui me disait « tu n'es rien ». Ton pouvoir est une illusion en fait, c'est la déformation du regard des autres sur toi. Tu ne sais rien, celui qui sait, c'est celui qui fait. Et en effet, j'ai développé en fait cette conviction très forte aujourd'hui que c'est l'acteur en fait au quotidien qui sait ce qu'il fait, et du coup la posture juste du RH, c'est juste d'être un compagnon, de se situer à côté, d'avoir de l'autorité plus que du pouvoir, une autorité de compétence, une autorité de protection aussi et d'éducation et de transmission de ce qui peut être finalement les savoir-être. C'est plus ça finalement la fonction de RH, c'est pas un directeur des ressources humaines ou une directrice des ressources humaines, c'est plus un compagnon. Enfin, la troisième chose que ma petite voix me disait, elle me disait « aime ton entreprise ». Arrête de regarder à l'extérieur, arrête d'aller chercher des talents à l'extérieur, arrête de multiplier ce qu'on appelle aujourd'hui le benchmark, enfin, le recueil de bonnes pratiques à l'extérieur. Concentre-toi finalement sur ce qui se passe chez toi. Et en effet, du coup, quand je me concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de son entreprise, on y voit toutes les pépites, tout ce qui existe et toutes les choses merveilleuses que font les personnes. Et finalement, à aujourd'hui, en tant que dirigeant, il y a vraiment quelque chose qui me paraît décisif, c'est cette capacité qu'on a à aimer en fait son entreprise et à apprendre à la regarder tous les jours avec un œil différent.
Cette petite voix, je l'ai écoutée doucement, de manière médiane, on va dire parfois à 30%, parfois à 60%, parfois à 80%. Mais je ne l'ai jamais écoutée complètement. Et l'enseignement en fait, que je tire de tout ça, c'est qu'à aujourd'hui, que je suis moins tributaire de ces codes, que je me suis libéré et que j'écoute à 100% cette petite voix, je peux le dire finalement, c'est que l'écoute de cette voix, pour moi, c'est vraiment le chemin et la route vers la sincérité. Du coup, ne pas confondre le pouvoir qu'on a sur les personnes avec l'autorité que l'on peut avoir, en fait. Une autorité en fait, protectrice, une autorité de compétence, une posture finalement où on se positionne à côté des personnes, non pas au-dessus ni en dessous, mais vraiment à côté. Cette posture finalement qu'on apprécie et qui, pour un collaborateur, en fait, génère un climat de confiance et de sécurité et qui fait qu'on peut apprécier en fait, et aimer travailler avec son interlocuteur RH. Alors Bruno Soubiès, merci. Vous êtes le fondateur de Disrupt. Alors, c'est un lien direct avec notre événement, sauf le RUPT et le RH en capital. On va y revenir dans un instant. Mais dans votre livre, j'en parlais en introduction, hein, vous parlez de libérons le pouvoir magique. C'est le pouvoir magique de quoi? De l'entreprise, du DRH, justement, que vous avez évoqué déjà dans ce pitch? C'est tout sauf le pouvoir magique du DRH. Parce que justement, je pense qu'il y a un problème avec la notion de pouvoir et de DRH. C'est libérer le pouvoir des collaborateurs. C'est un peu, finalement, comme le disent les Belges, les empouvoirer. Enfin, leur donner plus de capacité et avoir confiance finalement dans ce qu'ils peuvent dire, penser, ressentir. Et du coup, mettre ses oreilles en orientation vers le bas quand tout le monde a les oreilles orientées vers le haut. En fait. Alors, on se rapproche de l'entreprise libérée, là, dans la formule. Oui, on peut se rapprocher, en fait, en tout cas, de l'entreprise libérée, que je considère comme un vrai lanceur d'alerte, en fait, sur les modes de fonctionnement. Maintenant, on n'a pas besoin d'être une entreprise libérée ou un dirigeant dit libéré pour écouter ses collaborateurs et pour faire en sorte, finalement, d'être beaucoup plus en proximité et de se dire, en fait, finalement, moi, ma conviction et celle que certaines personnes peuvent avoir, des dirigeants également, c'est que l'écoute ne vaut que s'il y a une action, en fait, s'il y a une réponse à ce que disent les gens. Et alors, je le disais, fondateur de Disrupt, hein, vous avez changé de vie, vous l'avez dit dans votre pitch. Pourquoi vous l'avez fondé? Pourquoi ce mot qui, finalement, est le fil conducteur aussi de cet événement? Parce que je pense qu'à un moment donné de mon parcours, j'ai trouvé que c'était riche de pouvoir être à l'extérieur des entreprises finalement, parce qu'on les accompagne parfois mieux et que je m'étais rendu compte à la fin de mon expérience en entreprise qu'on avait plus de pouvoir en étant extérieur, on était plus écouté. Donc parce que justement ça me donne une liberté de parole, de sincérité qui est complète et du coup on apprécie. Et c'est pour moi finalement ce qui était intéressant. Alors après Disrupt parce que je pense qu'à aujourd'hui et en plus dans le contexte actuel, il faut être créatif, il faut proposer des solutions qui sont des solutions adaptées aux besoins et il faut un petit peu bousculer sans être violent, mais en étant dans une confrontation bienveillante en tout cas. Et on l'a entendu, il faut écouter aussi ses collaborateurs. Merci à vous en tout cas pour ce pitch. Bruno Soubiès. Merci beaucoup. Il est question à présent de diversité dans les entreprises. On va dire que c'est après les émeutes en 2005 que l'idée de parler de diversité est montée en puissance, parler de diversité dans les effectifs des entreprises. La définition aussi s'est progressivement décalée, en particulier dans les médias. Les médias dans les sujets d'égalité hommes-femmes. La diversité, ce n'est pas vraiment un concept juridique. On peut considérer que c'est un outil, en tout cas, pour prévenir les discriminations. Celui qui va nous en parler dans un instant a écrit « Tout ce que vous savez sur le management est faux ». Donc ça promet d'emblée. Alors la diversité en entreprise, vrai ou faux? Réponse en 6 minutes. La plupart des entreprises disent vouloir plus de diversité. Le problème, c'est qu'elles ont plutôt tendance à tuer la diversité, souvent sans le vouloir. Un exemple. L'entreprise Lotus a été fondée dans les années 80. Elle innove avec un produit qui s'appelait le tableur 1, 2, 3, qui a totalement révolutionné l'informatique. Tout se passe bien, l'entreprise se développe très rapidement. Au bout d'un certain temps, ses fondateurs font appel à des managers expérimentés pour permettre à l'entreprise de croître encore plus rapidement. Ils recrutent des commerciaux chez IBM et des cadres dirigeants au cabinet de conseil McKinsey. Tout se passe bien, l'entreprise continue à se développer très très rapidement. Au bout d'un certain temps, malheureusement, elle n'innove plus. À ce moment-là, le fondateur de l'entreprise, Mitchell Kapor,
décide de mener une expérimentation. Il prend les 40 CV des 40 premières personnes qui avaient été recrutées chez Lotus, il les maquille. Pourquoi? Parce que lui avait été DJ, professeur de méditation transcendantale. S'il laisse ça en fait, dans le CV, on va le reconnaître. Donc il prend ces CV, il les fait envoyer au service de RH de Lotus. À votre avis, combien de ces 40 premiers recrutés chez Lotus ont obtenu un entretien de recrutement quelques années plus tard? La réponse? Personne. Leur profil était trop atypique pour l'entreprise qui avait grossi et qui avait changé finalement de culture. Donc la première chose pour espérer accroître la diversité dans les entreprises, c'est surtout pas de sanctionner ou d'écarter impitoyablement les profils les plus atypiques. Deuxième étape, au moment du recrutement. Qu'est-ce qu'on utilise généralement comme technique pour recruter? On utilise ce qu'on appelle l'entretien de recrutement. Est-ce une bonne technique? Pas sûr, pour deux raisons. En termes de diversité, c'est désastreux. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt tendance à recruter des gens qui sont comme nous. Donc si les gens sont comme nous, il n'y aura pas forcément beaucoup de diversité dans l'entreprise. La deuxième limite, c'est que les qualités nécessaires pour réussir un entretien de recrutement ne sont pas les mêmes que les qualités nécessaires pour être performant dans son travail. Ce que montrent les recherches, c'est que quelqu'un qui a bien réussi ou très bien réussi un entretien de recrutement, il n'y a que 14% de chances qu'il soit performant dans son travail. Ce n'est pas énorme. Alors on peut faire mieux. Pour faire mieux, on peut utiliser ce qu'on appelle les entretiens structurés. Dans ce cas-là, le taux de réussite passe de 14 à 26%. Alors qu'est-ce que c'est qu'un entretien structuré? On pose les mêmes questions à tous les candidats. Alors c'est assez rarement utilisé, pourquoi? Parce que c'est extrêmement ennuyeux pour les gens qui font passer les entretiens. Donc avec cette technique, on a plus de résultats, mais attention à un piège. Un exemple, supposez que votre entreprise ait 2 postes à pourvoir et 3 candidats. On leur fait passer un test, on leur pose 10 questions et on compte le nombre de bonnes réponses qu'ils ont données. Le premier candidat, 7 bonnes réponses. Le deuxième candidat, 6 bonnes réponses. Le troisième, 5. Qui recrutez-vous? La plupart des gens vont se dire, on recrute les gens qui ont répondu au plus grand nombre de questions, les 2 premiers. Paradoxalement, ce n'est peut-être pas une bonne solution en termes de diversité. Il vaut peut-être mieux recruter le candidat qui a répondu à moins de questions, mais les réponses complètent celles des autres candidats. Donc deuxième étape, pour espérer accroître la diversité dans les entreprises, il faut utiliser des bonnes techniques de recrutement. L'entretien est sans doute à éviter. L'entretien structuré est plus efficace. Alors, ce qu'il faut à tout prix éviter, en revanche, c'est ce qu'on appelle la graphologie. Ce qu'ont montré les études dans ce domaine, c'est que les gens qui réussissent bien les tests de graphologie, il y a finalement 1% de chance qu'ils soient plus performants au travail que les autres. Alors, première étape, pour ne pas tuer la diversité dans une entreprise, c'est d'écarter les profils atypiques en amont. Deuxième étape, c'est utiliser des techniques de recrutement comme l'entretien, où finalement, on va recruter des gens qui sont comme nous. Mais c'est peut-être paradoxalement par la suite que les choses vont se corser. Une fois que les gens rentrent dans une entreprise, on va les socialiser, on va les faire adhérer à notre culture. Alors ça, c'est intéressant à première vue. Ce que montrent les recherches sur ce sujet, c'est que plus l'entreprise a une culture forte, des valeurs très marquées, plus les gens adhèrent, plus l'entreprise est performante. Pourquoi? Parce que tout le monde est aligné vers un même but, ce qui accroît la performance. Le problème, c'est que les recherches menées sur ce thème ont également montré que cette culture forte, cette cohésion, cette similitude à l'intérieur de l'entreprise est positive, mais uniquement tant que l'environnement est stable. Dès que l'environnement se met à bouger rapidement, tout ça disparaît. Plus l'environnement bouge rapidement, plus il faut innover, développer des nouvelles manières de travailler, disrupter, et pour ça, il est impératif d'avoir de la diversité. Revenons sur l'exemple de Lotus. Qu'est-ce qui a tué cette entreprise finalement, dont plus personne n'a entendu parler? C'est finalement qu'au fur et à mesure qu'elle recrutait son personnel, elle le faisait rentrer dans un moule et in fine, toute l'originalité, toute la spécificité des employés disparaissait peu à peu. In fine, on se retrouve comme beaucoup d'entreprises avec une armée de clones, ce qui peut marcher quand l'entreprise a une formule très très claire qu'elle applique, mais dès qu'elle est obligée d'innover, de se réinventer, plus rien ne va. Donc pour conclure, les entreprises, si elles veulent éviter le sort funeste de Lotus, il faudra impérativement qu'elles accroissent leur diversité interculturelle, intergénérationnelle, également la parité homme-femme. C'est seulement à ce prix qu'elles parviendront à résister et qu'elles éviteront le sort de Lotus. Alors Jérôme Barthélémy, vous êtes professeur à l'ESSEC. Là, nous avez vraiment secoué pour nous dire qu'il fallait bouger en matière de diversité. Pourtant, c'est ce que je disais en introduction, ça fait quand même 15-20 ans qu'on aborde ce sujet-là. On est quand même dans une société très diverse, justement, ce qui fait aussi sa force. Pourquoi ça ne bouge pas aussi vite que ça?
Alors c'est vrai qu'en entreprise, l'entreprise ne reflète pas forcément la diversité de la société et c'est un vrai problème. Alors il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a un progrès. Mais les choses, comme souvent en entreprise, bougent très lentement. En fait, c'est ce qu'on observe. Il y a plein de nouvelles idées qui émergent au fur et à mesure. Elles se diffusent, mais ça met des années. Ça mettra peut-être encore quelques années. Mais ça arrivera, ça, je vous promets. Ah oui, parce qu'il y a eu des tentatives. Enfin, les idées de CV anonyme, on en a parlé. C'est pas toujours... Finalement, vous parlez du CV aussi. On avait caché c'est le CV anonyme avant l'heure chez Lotus. Alors le CV anonyme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, le CV anonyme, en fait, on a analysé son efficacité, on pense que c'est plutôt bénéfique, mais on s'est rendu compte en fait que c'est néfaste pour la diversité. Ce qui est assez surprenant, c'est effectivement quand on a un CV anonyme, on a tendance à juger de manière relativement équitable, alors que souvent le CV normal permettait, on va dire, de... Par exemple, compenser certaines études, peut-être dans des universités moins prestigieuses, par le fait qu'on avait eu des difficultés dans son enfance ou qu'on avait eu une situation plus difficile en amont. Donc ça, avec le CV anonyme, ça a été totalement gommé. Et finalement, ça a été un piège. Et heureusement, non, c'est plus obligatoire, en fait. Ça a été totalement éradiqué. Et vous êtes professeur à l'ESSEC, donc vous êtes au plus près des jeunes générations. Vous n'avez pas de profil atypique, finalement. C'est eux qui feront bouger les lignes. Est-ce qu'on sent que cette jeune génération, il y a des profils atypiques qui vont faire bouger l'entreprise ? Alors il y a des profils atypiques, il y a un vrai changement, je le vois, je suis depuis des années là, effectivement les étudiants ont quand même beaucoup évolué, ils sont beaucoup moins attirés par la grande entreprise qui demande un profil assez standard, ils veulent être plus entrepreneurs ou travailler dans l'humanitaire, des choses comme ça a énormément changé et ça va continuer à changer. Voilà, mais il faut les regarder ces profils atypiques, hein, il faut les regarder ça et surtout pas les écarter impitoyablement. Exactement, merci à vous Jérôme Barthélémy. Merci beaucoup. Et si nous parlions maintenant de personal branding? Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Bon, ça vous semble bizarre cette phrase, mais en fait c'est une phrase, c'est un dessin. En 1993, la légende d'un dessin très célèbre de Peter Steiner qui a été publié dans le New Yorker. On y voit justement un chien qui est assis derrière un écran d'ordinateur et qui parle à l'autre et qui lui dit « personne ne sait que tu es un chien ». Alors je pense que près de 30 ans après, on va dire que ce n'est pas du tout une phrase qui va tenir la route puisque maintenant on sait qui vous êtes. Vous développez évidemment tous derrière vos écrans aussi une stratégie de communication personnelle claire et efficace sur votre identité, du personal branding. Celui qui va monter sur scène dans un instant est le créateur du spectacle formation Allez vous faire communiquer. Donc on a déjà toute la formule. Alors maintenant, on va voir ce qu'il en est du personal branding en 6 minutes. Bonjour à tous. Ravi de vous voir derrière les écrans. Avant de commencer à parler avec vous, je voudrais vous poser une question. Lorsque vous pensez au mot authenticité, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Alors prenez le temps de prendre un crayon, un papier ou notez-le sur votre ordinateur et gardez-les pour l'instant. L'authenticité, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre vie affective. En fait, on en a besoin partout. On en a même besoin dans notre personal branding. Ouais. Je l'ai dit en anglais. Ouais. En français, c'est marque personnelle, donc ça fait un peu moins bien. Créer sa marque personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Réussir à se faire connaître, à se faire reconnaître. Réussir à mettre en avant ses compétences, ses qualités, son ADN, ses valeurs. C'est bien, hein? C'est superbe. Enfin, c'est pas si facile que ça quand même. Il faut une stratégie avec des outils. Alors certains le font très bien, hein? Ils le font par le biais de Facebook, d'autres sur Instagram, ils mettent des images, ils se mettent en scène, d'autres vont sur Tinder. Non, c'est peut-être pas ça, pas Tinder, on va l'enlever, d'accord? Non, il y en a qui vont aussi sur LinkedIn. Ça vous dit quelque chose? LinkedIn, le réseau professionnel. Ouais. Les pros pour les pros. Ouais, c'est pas facile en fait. Quand on va sur LinkedIn et qu'on souhaite avoir de l'authenticité et qu'on met en place une stratégie de personal branding, eh bien, tout le monde fait des erreurs. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est pas du tout pour être moralisateur parce que même moi, j'ai fait ces erreurs-là. On peut voir 3 types d'erreurs. La première, c'est sur son profil. La deuxième, c'est sur ses contenus. Et la troisième, c'est sur nos comportements. Vous connaissez un peu votre profil sur LinkedIn parce que vous vous êtes sûrement inscrit. Vous avez vu ce que ça a donné. On vous a dit « va sur LinkedIn ». Alors vous vous êtes allé. Vous avez mis votre nom, votre prénom et vous avez mis vos expériences. Et vous vous dites « c'est bon ». Non, c'est pas bon parce que la photo que vous avez choisie, peut-être qu'elle n'est pas conforme, c'est-à-dire que vous avez 10 ans de moins. Donc, il y a un peu un petit mensonge sur l'image. La deuxième chose, c'est peut-être aussi que vous ne souriez pas. Hein, vous avez fait une carte d'identité. Là, on sent votre dynamisme derrière, donc on a envie de vous rencontrer. Et puis la dernière, c'est la photo qui n'est pas du tout adaptée.
Mais ça, c'est une petite erreur, c'est pas grave. La deuxième, c'est le titre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur LinkedIn, les gens adorent avoir des titres qui sont très très longs. D'accord? Au plus ils sont longs, au plus on ne sait pas ce que ça veut dire et au plus ils se disent on va être intelligent. Ouais. Non, en général, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose qui est connu par les gens. Et puis la dernière chose, c'est le résumé, les infos. Oui, on fait tous la même erreur parce qu'à cet endroit-là, on pense que c'est un CV. Alors les gens nous racontent leur vie, ils la storytellent, vous savez, c'est à la mode. Hein. On a l'impression qu'on est dans un film, sauf qu'à la fin, on n'a pas appris grand-chose. La plus grosse des erreurs que l'on fait en termes d'authenticité sur LinkedIn, ça va être les contenus. Et là, il y a un vrai problème. Alors, je sens qu'il y a des gens qui vont peut-être se sentir un peu touchés derrière l'écran. On a quelques contenus négatifs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, sur LinkedIn, on a une tendance un peu comme sur Facebook. Les gens vont énormément dans l'émotion. D'accord? Ils pensent que l'authenticité veut dire qu'obligatoirement, il faut expliquer des histoires. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, des crocodiles, des gens qui sont sur une ferme de crocodiles et où la personne qui tient le bateau dit « si quelqu'un saute et va jusqu'au bord, il gagne de l'argent » et là, quelqu'un part à l'eau, il réussit à s'en sortir et à la fin, sa femme vient le voir, elle lui dit « oui, la personne dit « moi, je n'ai pas été poussé », la femme dit « c'est moi » et la morale de l'histoire, c'est « il y a toujours une femme ou quelqu'un qui est capable de vous pousser pour réussir à faire les choses. » Waouh, c'est beau, hein? Sauf qu'on l'entend des milliers de fois de différentes personnes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus d'impact. Il faut penser que les contenus que vous mettez sur LinkedIn, si vous voulez qu'ils soient authentiques, il faut qu'ils viennent de vous. C'est important. Pour qu'une histoire ait du sens, je ne peux vous raconter que quelque chose que j'ai vécu, parce que c'est là où je vais trouver du sens. C'est là où réellement les gens vont être touchés, parce que ce que je vous raconte, c'est ce que je vis. À côté de ça, il y a plein d'autres contenus qui ne sont pas super. Les contenus d'auto-kiff, comme je les appelle. C'est des contenus où quand on les écrit, on est content de les écrire, on est fier de ce qu'on a fait. Par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si réellement c'est intéressant pour les gens. Les contenus encore qui peuvent être un peu gênants, un peu négatifs pour vous, c'est ces contenus où en fait, il ne se passe rien. Des contenus de citations. Oui, c'est superbe. Et les citations qui sont connues par tous. Alors, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. De Nelson Mandela. En une semaine, je l'ai vu 368 fois sur mon profil, de 368 personnes différentes. C'était très innovant. Alors, je critique, je fais la remarque, mais il faut savoir que j'ai fait la même chose. Oui, c'est ça. Le dernier point dont je voulais vous parler, encore en termes d'authenticité, c'est peut-être une erreur qu'on fait tous, une erreur qui est liée à notre consommation. Sur LinkedIn, on va chercher à avoir des contacts, on va chercher tout simplement à réussir à avoir le plus gros réseau, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas parce qu'on a du monde qu'on réussit à avoir de la qualité. Ma famille est petite, mais je sais que je peux compter sur eux. Votre réseau, c'est la même chose. Alors depuis tout à l'heure, je sais que vous m'écoutez, vous vous dites sûrement « oui, c'est cool, mais pourquoi il nous a demandé des mots au début ?» En fait, ces mots, vous allez les reprendre maintenant et vous allez essayer de réfléchir avec ce que je viens de vous dire. Est-ce que les contenus dont je viens de vous parler sont des contenus qui collent avec cette authenticité? Vous allez voir que la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Alors, je ne veux pas dire que vous ne devez pas utiliser ces contenus. Vous avez envie d'expliquer une histoire, quelque chose qui vous touche, faites-le. Vous avez envie de mettre une citation, faites-le. Mais par contre, ne le faites pas tout le temps. C'est l'excès qui tue. C'est l'excès qui tue l'authenticité et qui vous amène à faire de la fauthenticité. Oui, j'ai décidé d'inventer un mot, on a le droit, je disrupte. Fauthenticité, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est les comportements dans lesquels en fait, vous allez utiliser des pratiques qui ressemblent à celles de l'authenticité, mais qui n'ont pas le même but. C'est-à-dire que le but là, c'est juste de vous faire plaisir, de vous faire aimer, d'avoir de la reconnaissance de la part des gens. Mais ça, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Si vous pensez en termes d'authenticité, pensez à ce que vous pouvez apporter, la valeur que vous pouvez donner aux autres. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, c'est bien de parler du digital, mais je pense que le cas qui résume le plus l'authenticité, c'est peut-être celui que j'ai vécu la semaine dernière. Celui avec ma nièce. En fait, elle est venue me voir et elle m'a montré un dessin où elle m'avait dessiné son tonton. Quand elle me l'a montré, elle n'est pas venue chercher la reconnaissance. Elle était juste fière de ce qu'elle avait fait et elle a voulu le partager. C'est peut-être ça qu'on devrait retenir en fait au terme d'authenticité dans notre stratégie de personal branding. Donner aux autres, non pas pour recevoir, mais juste pour partager. Merci à tous.
Emmanuel Schilla, donc vous êtes speaker TEDx, vous êtes venu nous parler de personal branding et beaucoup d'authenticité. Mais moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans un monde où moins on est authentique, mieux c'est. Entre les filtres Instagram, on nous parle de messages, de faire très court dans son message. Comment on peut être authentique véritablement? On va dire que les filtres, c'est juste pour nous faire du bien. Ça permet de nous améliorer. Je pense que l'authenticité, dans tout ce qu'on fait, même si on rajoute des filtres, même si on est court, on est capable de la garder à partir du moment où elle colle avec nos valeurs. Alors, authentique ne veut pas dire tout le temps naturel. Ça veut dire aussi parfois, tout simplement, dire ce que l'on ressent, être en accord avec soi-même. Et ça, que l'on fasse dans des formats courts ou des formats longs, ça ne change rien. Même avec des oreilles de chien et une langue sur Snapchat, ça peut marcher. Donc on a un petit peu quand même à faire du personal branding. On ne peut pas être totalement soi-même, en tout cas quand on est sur les réseaux sociaux. Alors on va même aller plus loin sur l'idée. En soi, quand on y réfléchit bien, on n'est jamais complètement nous-mêmes. On a toujours une petite part d'adaptation par rapport aux personnes que l'on rencontre, par rapport aux gens qu'on va côtoyer, tout simplement parce qu'on va essayer d'être au mieux. Mais le mieux, c'est être naturel avec une part d'adaptation pour essayer de comprendre l'autre. Alors, je disais juste en introduction, vous avez fait un spectacle formation, allez vous faire communiquer, ça m'interpelle, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je ne peux pas vous le dire, il faut venir. Non, je plaisante. Mais là-dessus, en fait, je me suis arrêté sur des règles simples. Aujourd'hui, je parle de communication, ça fait 35 ans que je communique, et pourtant, je me rends compte, 38, j'ai changé sur mon âge. Ça y est, vous n'êtes pas authentique. Oui, voilà, c'est ça, j'ai voulu mentir, mais ça pouvait marcher. Non, mais là-dessus, en fait, ça fait 38 ans que je communique, et je me rends compte que malgré ces 38 années où je donne des conseils, eh bien, je me rends compte que toutes les erreurs qu'on fait, on en a plein, j'en fais encore plein, et c'est dans toute notre vie, de notre enfance à nos expériences amoureuses, à nos expériences professionnelles, c'est des petites erreurs, des petites choses qui peuvent changer complètement la donne dans notre relation avec l'autre. Merci à vous, Emmanuel Schilla. Merci beaucoup. Merci de nous suivre en streaming, de suivre cet événement Disrupt. La prochaine intervenante à monter sur scène va nous parler de marque employeur. Alors, c'est une expression qui a été utilisée pour la première fois en 1990 par Simon Barrow, le président de People in Business. On va dire que c'est une stratégie qui consiste à recruter évidemment les meilleurs talents disponibles ou bientôt sur le marché du travail et aussi à retenir les employés les plus performants en valorisant l'appartenance à l'entreprise. Alors, celle qui va monter sur scène est auteure chez Erol. Elle a aussi créé la chaîne YouTube du grand jeu de la recherche d'un job. Alors, marque employeur, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de bad buzz derrière tout ça? On a 6 minutes pour le savoir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire de marque employeur qui me concerne. Alors l'histoire démarre un 14 août 2019. C'est le jour où j'ai promis à ma famille, sous la pression de mon mari et de mes enfants, que j'allais faire une coupure totale des réseaux sociaux et de mon réseau fétiche qui est LinkedIn pendant 15 jours. Alors ils avaient fait des paris, ils étaient persuadés que je ne réussirais pas et moi j'étais sûre de moi. Sauf que le 14 août, comme une malade, j'étais en train de regarder mon ordinateur, je traitais les messages, les notifications pour être bien sûre de partir bien et de revenir bien 15 jours après. Et au moment d'éteindre mon portable, j'avais fini, fin de journée, je reçois un MP, donc un message privé pour les non-initiés. Et je me dis, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je ne l'ouvre pas? Et si c'était une urgence? Et je décide d'ouvrir ce message. Et voilà ce que je lis. Bonjour Madame de Foucault, je suis un étudiant en Master 1, contrôle de gestion. Je viens d'intégrer une école à Paris. Je cherche une entreprise pour mon alternance. Je dois vous préciser que je suis bègue de naissance. Et ce matin, j'ai passé un entretien avec 2 recruteuses. Je les ai bien informées au début de l'entretien que je bégayais, mais quand elles m'ont demandé de me présenter et de faire mon pitch, j'ai commencé à parler et elles ont attrapé un fou rire nerveux. Elles ont ri du début à la fin de mon pitch et du début à la fin de mon entretien. Et plus elles riaient, plus je bégayais. Alors je suis très fière de moi parce que malgré mon bégaiement, je leur ai montré qu'on pouvait arriver malgré ce handicap à la fin d'un entretien. Le problème, c'est que je pense que je ne serai plus jamais capable de passer un entretien. Que me conseillez-vous? Et moi, je n'avais aucun conseil à lui donner.
Et je lui réponds en lui disant, écoutez, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas quoi vous dire. La seule chose que je peux faire à mon niveau, c'est de raconter votre histoire sur LinkedIn. Je fais un post demain, je ne vous cite pas, c'est promis, et je raconte votre histoire. Et vous allez voir que dans les commentaires, il y a des gens bienveillants du réseau qui sont dans les RH, qui sont recruteurs, qui vont venir intervenir et ça va vous réconcilier avec les recruteurs. Il me dit d'accord. Et à ce moment-là, mon mari, un peu hésitant, me dit « T'es sûr de ton coup ?» et tout. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, ça sera un 15 août à 15 h, il ne se passera absolument rien à ce jour-là. Je ne crois même pas qu'on aura des commentaires. » Et donc, je publie mon post très vite, je le fais très vite et je le fais mal parce que je ne mets pas de hashtag, je ne mets pas d'appel à l'action, je ne mets pas d'image, je ne remplis même pas les 1300 caractères, je ne m'occupe pas du dwell time. Je poste avec mon cœur, je poste avec ma colère et je pars en promenade puisque ce sont les vacances. Et j'avais mon portable quand même avec moi parce que j'étais prête à quitter LinkedIn, mais progressivement. Et mon portable sonne, je recevais des centaines de notifications et des centaines de commentaires étaient en train d'arriver sur ce post. Et là, il y avait 4 types de commentaires. Dans les premiers commentaires, il y avait des DRH, des recruteurs qui disaient « Cette histoire nous a touchés, nous sommes prêts à recevoir ce jeune, donnez-nous ses coordonnées. » Et là, je me dis, yes, c'est bon, il a trouvé son alternance. Deuxième type de commentaires, des DRH, des patrons, etc., me disant, il ne faut pas généraliser parce que ce sont des êtres humains, les recruteurs sont des êtres humains. N'importe qui peut être pris d'un fou rire. Par contre, elles ont commis l'erreur de ne pas arrêter l'entretien, de ne pas s'excuser et de laisser partir un jeune un peu détruit par cette expérience. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas tous comme ça. Et là, je me dis, yes, il va être rassuré. Troisième type de commentaires, là c'était des chercheurs d'emploi, des candidats qui exprimaient leurs souffrances vécues en entretien. Des juniors à qui on disait qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, des seniors à qui on disait qu'ils avaient trop d'expérience, des personnes en situation de handicap qui étaient trop handicapées, voire pas assez handicapées. Et tout le monde racontait les misères vécues en entretien. Et je me dis quand même, yes, c'est bien pour ces notions de marque employeur parce que comme ça les entreprises vont se rendre compte de ce qui se joue aussi en entretien. Quatrième type de commentaire, pas yes, parce que là, il y avait les trolls et les haters qui étaient en train d'arriver et qui demandaient une mise à mort à la fois des 2 recruteuses et de l'entreprise et qui voulaient qu'on donne leur nom sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon jeune et je lui dis, je crois qu'on est en train de faire un buzz. Je pense que vous allez trouver votre alternance grâce à ça. Est-ce que vous m'autorisez à communiquer votre nom sur le poste? Il hésite et il me dit, OK, vous pouvez le faire. Et je lui dis, par contre, je vous demande une chose, quoi qu'on vous demande, en aucun cas, vous ne donnez ni le nom de l'entreprise, ni le nom des 2 recruteuses. Et là, je donne son nom sur le poste et le poste continue à exploser parce que ce jeune était d'origine sénégalaise et toute ma communauté africaine, eh bien, dans un élan de solidarité sur LinkedIn, l'a soutenu et a partagé son poste en masse. Ça tombait bien pour moi parce que je commençais à me faire attaquer parce que les gens pensaient que j'étais en train d'écrire une fausse histoire et de créer un bad buzz à partir d'une fausse histoire. Les résultats des courses, 3 600 000 vues, 63 000 likes, 6 500 commentaires, 5 000 partages. Le jeune a trouvé son alternance en 15 jours. D'autres jeunes ont trouvé d'autres alternances. Donc l'histoire s'est bien terminée. Si je devais conclure cette histoire, je dirais que ce qui m'a frappé, c'est qu'un jeune de 24 ans qui n'avait jamais travaillé était en mesure, grâce à un réseau social, de faire couler une entreprise de 200 personnes s'il avait donné son nom, vu l'impact qu'avait le poste dans le monde entier. Et la morale de cette histoire concerne toutes les personnes qui sont dans les RH. N'oubliez jamais que chaque candidat est un client potentiel. N'oubliez jamais que les candidats aussi vous recrutent. N'oubliez jamais qu'un candidat est un potentiel influenceur sur un réseau social et que lui, il ne vous oubliera pas, surtout si vous l'avez fait souffrir. Je vous remercie infiniment. Christelle Defouclos, vous êtes Top Voice LinkedIn. Là, vous venez de parler de LinkedIn à un petit moment. Conférencière, on a parlé de la marque employeur et de l'impact que ça pouvait avoir. Je donnais une définition en introduction pour vous présenter. Quelle définition vous auriez envie de donner de cette marque employeur, vous? Alors moi, j'ai ma propre définition qui n'implique que moi. Moi, je vais un petit peu plus loin dans la notion de marque employeur. Pour moi, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché, que ce soit ses prospects, ses clients, ses futurs collaborateurs, non plus au travers de ses produits, non plus au travers de ses services, mais au travers de ses hommes. Des hommes qu'elle va recruter,
intégrer, fidéliser, faire évoluer et dont elle va faire des ambassadeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant la marque employeur, c'est parce qu'au-delà du fait d'être une entreprise humaine, la marque employeur permet aussi de faire du business et de gagner des clients, tout simplement en traitant bien les candidats. En traitant bien les candidats, et on parle beaucoup aussi de la jeune génération qui justement regarde de très près les entreprises. Donc cette marque employeur, elle est quand même cruciale aussi pour les plus jeunes qui ont envie d'être embauchés? Tout à fait, mais je pense que ce sont eux qui sont aussi en train de faire bouger les lignes. C'est que les jeunes, carrément, recrutent les entreprises. Même s'ils sont candidats, ils recrutent les entreprises. Ça va dans les deux sens. Vous voulez dire, vous avez des exemples où il y a eu parfois aussi, ils ont bousculé les lignes? Bien sûr. Moi, j'ai des exemples, par exemple, d'un candidat qui a suivi tout un processus de recrutement. Dernier entretien, un entretien juste de validation avec le CIO de l'entreprise. Et le CIO a voulu un peu s'amuser. Il a mis mon candidat en difficulté. Mais le candidat, c'était bon pour lui. Normalement, il avait le poste. Il l'a mis en difficulté et le candidat m'a rappelé en disant « Mais moi, je n'ai pas du tout envie de travailler avec cette personne ni de travailler avec cette entreprise. » Et c'est là qu'on voit que les codes changent. Les jeunes ont envie de travailler dans des entreprises qui ont des valeurs qui leur correspondent. Et le premier contact qu'ils vont avoir avec une entreprise, il se fait lors du recrutement. Et donc on dit aux entreprises, faites quand même très attention aux recruteurs. Par exemple, ces deux jeunes femmes qui ont commis cette erreur pouvaient causer beaucoup de tort à leur entreprise. Peut-être qu'elles étaient mal formées. Voilà, beaucoup l'ont dit dans les commentaires qu'elles avaient été mal formées, parce qu'un fou rire nerveux, on peut l'avoir. Exactement. Mais il y a une manière après de le gérer. Et en tout cas, on voit aussi que ça bouge et que c'est de la disruption. Donc on est pile dans notre événement. Merci à vous, Christelle de Fouclaux. Merci à vous. À présent, parlons de réconciliation avec les candidats à l'heure de la guerre des talents. Alors l'expression « la guerre des talents » a été utilisée pour la première fois en 1997 par McKinsey, qui décrivait les difficultés rencontrées par les entreprises qui veulent recruter des salariés qualifiés. On le voit dans de nombreux secteurs, le recrutement devient une bataille pour les meilleurs talents. Celle qui va monter sur scène dans un instant est l'auteur de Recruteur 80 questions pour réussir vos entretiens. Et nous avons à présent 6 minutes pour faire la paix. Vous trouvez ça normal que le vocabulaire qu'on utilise en entreprise et particulièrement dans le recrutement soit un vocabulaire aussi agressif, carrément guerrier en fait? Par exemple, on dit souvent que le recrutement c'est le nerf de la guerre. On a des recruteurs qui sont des chasseurs de tête. On passe du temps à construire des stratégies quasiment militaires pour cibler les meilleurs. Et puis certaines entreprises rêvent d'embaucher des machines de guerre, des tueurs. On a des chefs d'entreprise qui nous expliquent que leur livre de chevet, c'est l'art de la guerre. Et puis d'autres qui nous ont expliqué que la culture de leur entreprise, c'est la culture de la fight. Alors moi, j'avoue que plus les années passent, et plus ce vocabulaire me gêne. Quand j'ai commencé le recrutement, il y a 15 ans maintenant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après mon master, comme beaucoup de recruteurs, j'ai choisi ce métier parce que je voulais faire de l'humain avec un grand H. Je voulais me sentir utile, je voulais aider les entreprises et les candidats à se trouver. J'avais envie de prendre du temps pour apprendre à les connaître. Du coup, je vous laisse imaginer le choc quand je suis arrivée en entreprise. Parce que faire de l'humain et prendre le temps, c'est clairement pas ce qu'on me demandait de faire. Non, moi j'étais là pour faire du sourcing, du reporting, des job dating. J'étais là pour faire du volume, pour aller vite, pour être performante. On m'a conseillé de piéger, stresser, tester les candidats, parce que c'est comme ça qu'on recrute les meilleurs. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'on était en guerre. Cette fameuse guerre des talents dont on nous parle depuis plus de 20 ans. Sauf que moi, j'ai jamais signé pour faire la guerre. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de recruteurs. Depuis mes débuts, j'ai rencontré des centaines de candidats pour qui la recherche d'emploi, c'est le parcours du combattant. Et pire que ça, j'ai pu constater que beaucoup détestent carrément les recruteurs qui sont devenus l'ennemi. On a des secteurs où on croule sous les candidatures dès qu'une offre d'emploi est publiée. Et puis d'autres où il faut dépenser un pognon de dingue pour recevoir quelques CV. Alors c'est pas nouveau, ça risque de durer et du coup, recruter, ça peut être compliqué.
Moi, j'ai longtemps travaillé dans un secteur où ce sont les candidats qui choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Finalement, la guerre des talents, eux, ils l'ont gagnée. Alors, pendant 7 ans, comme recruteuse dans l'informatique, j'ai souvent eu l'impression que la candidate, c'était moi. Ils m'ont testé, évalué, mise en concurrence, shortlisté. Et vu l'état du marché, c'est assez humain. On croit souvent que pour bien recruter, il faut sortir l'artillerie lourde. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Pendant ma carrière, j'ai plutôt essayé d'équilibrer le rapport de force avec les candidats, de faire des choses très simples pour gagner leur confiance et finalement de faire la paix avec eux. Et pour moi, ça commence déjà par bien comprendre qui on est et ce qu'on cherche. Parce que qui se ressemble s'assemble. J'ai très souvent travaillé sur des recrutements où les besoins étaient mal pensés. Par exemple, ça donnait des demandes du type « Hélène, tu peux me trouver le clone de Bruno, le chef de projet ?» ou il me faut un dev Java dispo ASAP 5 ans d'XP. Vous voyez le genre? Le problème, c'est que quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu as du mal à le trouver. Et quand un candidat va rencontrer une entreprise qui est incapable de lui expliquer ce qu'il va vraiment faire et pourquoi, c'est très tentant d'aller voir les concurrents. Et ça, on peut le voir très vite dès les annonces. Parce que quand une entreprise reçoit 20, 30, 40 CV à côté de la plaque, en général, le problème ne vient pas que des candidats. Ensuite, j'ai toujours pas compris pourquoi un processus de recrutement doit forcément être un moment désagréable pour le candidat. Certaines personnes vont en entretien comme ils iraient à l'abattoir. Et quand on voit les pratiques de certains recruteurs, on peut comprendre. Alors c'est en train de changer, c'est bien, mais ça ne doit pas changer uniquement pour des raisons de marque employeur ou d'expérience candidat. Ça doit changer simplement parce que personne n'a envie de travailler et de s'impliquer aux côtés de quelqu'un qui l'a maltraité. Même si, malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Pour moi, le respect, c'est la base du métier. Sauf que, comme quelques recruteurs l'ont oublié, c'est toute la profession qui paye. Et puis, pour terminer, je pense que quand on veut recruter, il faut aimer les gens, il faut s'adresser à eux, il faut s'intéresser à eux. Ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas. Et ça passe par des choses qui sont très simples. Je considère même ça basique. C'est par exemple écrire des annonces qui sont vraiment rédigées pour les candidats. C'est par exemple parler d'un processus de recrutement en toute transparence. Et puis c'est aussi tenir ses engagements, par exemple en donnant systématiquement des nouvelles après un entretien. Finalement, quand on veut attirer les bonnes personnes, il faut montrer qu'on est la bonne entreprise. Et pour ça, il ne suffit pas de dire qu'on est le meilleur ou qu'on est le leader, surtout si ce n'est pas vrai. Alors, l'objectif, ce n'est pas de dire « il ne faut pas de stratégie en recrutement ». Pas du tout. Mon objectif, c'est de dire qu'il faut changer de stratégie. Parce que la guerre des talents, finalement, elle est terminée. Je ne sais pas qui l'a gagnée. Il y a eu des victimes et des dommages collatéraux de chaque côté. Et je pense qu'il faut arrêter de demander aux recruteurs d'être uniquement des bons petits soldats. Il faut au contraire les encourager à trouver la confiance de ceux qui veulent recruter, à faire la paix avec eux, à déposer les armes. Et je pense qu'après tous les événements qu'on a connus, plus que jamais, il est grand temps de comprendre que le recrutement doit permettre au business et à l'humain, non pas d'être incompatibles, mais plutôt d'avancer comme des partenaires. Et je pense que vraiment, cette guerre des talents, il faut considérer qu'on peut la dépasser en décidant que candidats et recruteurs peuvent faire la paix. Et moi, ça a été mon fil conducteur depuis le début de ma carrière. Mon objectif, ça a toujours été de les aider à mieux se comprendre et à les réconcilier. Hélène Lee, vous êtes donc formatrice de recruteuses et recruteurs IT. Donc on vous a bien entendu, hein, on peut enterrer la hache de guerre, justement, la guerre des talents, il faut le faire. Mais il y en a beaucoup qui vont vous dire c'est très très beau hein, sur le papier ce que vous dites. Mais alors dans la réalité, moi je ne vais pas atteindre mes objectifs d'entreprise si je m'y prends de cette façon-là. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, que moi-même je me suis dit à plusieurs reprises dans ma carrière. Sauf qu'en fait, si, on peut atteindre ses objectifs pour 2 raisons. La première, c'est que quand on crée un lien de confiance avec les candidats, eh ben les candidats ils viennent naturellement vers vous. Donc il y a moins d'efforts de sourcing, moins de travail à faire à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est que quand on recrute mieux, les gens restent plus longtemps,
ils se sentent bien dans l'entreprise, du coup ils partent pas, et du coup on n'a pas besoin de les remplacer. Donc toute la partie turnover du recrutement qui est parfois très dure à porter, on l'élimine de cette manière-là. On l'élimine peut-être pas à 100%, mais en tout cas, on essaye de la faire disparaître un peu. Donc on l'a bien entendu, il faut bien considérer les candidats. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence entre le discours et la réalité, Hélène? On voit beaucoup de gens sur LinkedIn, beaucoup de recruteurs sur LinkedIn qui ont un discours un peu similaire au mien, avec l'idée de bien traiter les candidats, de les traiter avec respect. On parle beaucoup de bienveillance à tel point que c'est devenu insupportable à lire. Maintenant, oui, il y a certainement un décalage. Alors, j'ai du mal à m'expliquer si le décalage vient du fait que les gens qui en parlent ne le font pas vraiment, ou alors ceux qui, finalement, ne prennent pas la parole sont ceux qui n'ont pas conscience de ça. J'ai encore du mal à voir ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une émergence de recruteurs qui ont envie d'être fiers de leur métier, qui ont envie justement de bien traiter les candidats, que ça se passe bien en entreprise et que ce soit un métier enfin reconnu. Donc je pense quand même si effectivement ça a mis du temps, même s'il y a forcément un décalage, je pense quand même que c'est un mouvement de fond et qui va durer dans le temps, j'espère. Et qu'on va pouvoir faire la paix. Merci à vous, Hélène Ly. Et on en arrive au dernier pitch de cet événement Disrupt et j'ai envie de vous parler des femmes et de vous dire, tout simplement, une jolie phrase, les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Hillary Clinton, mais rien de mieux qu'un homme pour parler des femmes. Bonjour à tous, je suis venu parler de disruption. Et la disruption est un mot féminin. Ça va être vraiment la base du message que je vais essayer de vous transmettre. D'abord, pour parler de la disruption, j'ai regardé ce que ça voulait dire la disruption. Et en économie, la disruption désigne le bouleversement d'un marché sur lequel les positions sont établies avec une stratégie inédite. C'est aussi synonyme du mot rupture. Puis après, j'ai creusé un peu plus loin et je me suis dit que finalement, ce qui a été le plus parlant en fait, sur le mot disruption, c'est que c'était un nom, un mot féminin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui incarne plus la disruption dans le monde dans lequel on vit, au-delà de toutes les technologies et toutes les inventions qu'on peut créer, que les femmes? Alors, il faut que je vous raconte un petit peu aussi mon background, c'est que j'ai eu la chance, et je vais le dire en tant que chance, d'avoir été élevé et d'avoir grandi uniquement entouré de femmes. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un père qui était là, mais en revanche, j'ai eu une mère et une tante qui ont été très présentes et assez exceptionnelles et qui m'ont donné et qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Et au-delà d'avoir été des femmes fortes qui travaillaient et également aussi qui géraient toute la vie d'une maison, elles étaient des modèles et les piliers de toute une famille. Ensuite, et c'est peut-être le plus grand exemple de disruption qu'on peut vivre chacun et que vous avez peut-être déjà tous vécu, c'est l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la plus grosse rupture qu'on vit à titre personnel. Et ce qui est le plus impressionnant dans ça, c'est la capacité d'adaptation d'une femme à passer de femme à mère en un claquement de doigts. Alors que nous, en tant que père, on ne sait pas trop comment les prendre, on ne sait pas trop comment les laver, on ne sait pas trop quoi faire en réalité. Alors que la mère, la femme, en un claquement de doigts, en une seconde, à partir du moment où l'enfant est là, elle est capable de le gérer. Malgré tout ça et malgré ce qu'on vit à titre personnel, parce que nous les hommes, on se repose énormément sur les femmes dans nos vies personnelles, on n'a pas la même réalité dans le monde de l'entreprise et au niveau économique. Il y a des chiffres qui le prouvent. Les études que font tous les fonds d'investissement prouvent aujourd'hui que les dossiers portés par des hommes de start-up sont 34% plus valorisés que des dossiers qui sont cofondés ou uniquement fondés par des femmes. Et pourtant, ce qui est intéressant, les start-up montées ou cofondées par des femmes sont 25% plus rentables que celles qui sont uniquement masculines. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les COMEX, sur les CODIR, et on se rend compte qu'aujourd'hui, les CODIR et les COMEX qui ont des femmes sont 47 fois plus productifs et plus rentables que les COMEX et les CODIR qui sont 100% masculins.
j'ai cofondé une start-up et cette start-up clairement a été performante parce qu'une des 4 associés est une femme. Et au-delà de ça, on a vraiment privilégié la compétence plus que le genre ou même que les origines. Et ce que l'on voit, et même dans l'univers des startups où on est là sur des logiques de liberté, de pertinence, de pragmatisme, etc., c'est qu'on reste quand même sur des modèles assez archaïques qui finalement recoupent les modèles traditionnels des entreprises assez classiques. Et si on voit par exemple dans le financement, encore une fois, le financement, c'est très représentatif, ce sont des bons marqueurs, on voit que les femmes à dossiers équivalents avec des hommes, selon des études de starters, avec des dossiers plus solides même, vont demander moins d'argent que des dossiers masculins. Et le pire, c'est que même si dans les fonds d'investissement aujourd'hui, il y a une diversité qui s'est opérée, et donc il y a plus de femmes qui sont investisseuses, elles ont plus de facilité à investir dans les dossiers masculins que dans les dossiers féminins. Et donc c'est vraiment finalement tout un mode de pensée qui n'est pas français, qui est international, qui doit évoluer. Et les chiffres que j'ai pu vous donner auparavant vous montrent que nous n'avons aucune raison de ne pas le faire. Et encore plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est difficile économiquement, et on doit être bon, on doit être efficace et on doit être performant. Et malgré ça, on continue à toujours pousser le sexe masculin. Donc on parle de disruption, on peut parler de technologie, mais finalement le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que la plus grande disruption, on l'a devant nos yeux depuis notre naissance, et pourtant on l'ignore. Et de ce fait-là, aujourd'hui, les choses, il faut les faire bouger. Et je trouve ça intéressant que ce soit un homme qui le dise. D'autant plus un homme qui aujourd'hui est père et père d'une petite fille. On est quand même dans un pays où on a quasiment 52% de femmes. Donc on a plus de femmes que d'hommes. Et dans l'ère et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde où on est dans la guerre des talents, un monde où il est compliqué et obligatoire de devoir se réinventer, de se disrupter soi-même pour pouvoir perdurer, pérenniser et survivre, et là je parle au niveau économique et au niveau business, la façon de choisir les personnes que l'on doit intégrer dans nos entreprises doit être uniquement basée sur des critères de performance. Et pour cela, et si on respecte cela, forcément, nous recruterons beaucoup plus de femmes, et à tous les niveaux de la hiérarchie. À travers ce message que je voulais vous transmettre, c'est vraiment aussi vraiment une révérence que je fais à toutes les femmes qui ont, et du coup de manière très factuelle, cette capacité de s'adapter, et c'est pour ça aujourd'hui qu'elles sont aussi performantes dans le monde de l'entreprise, c'est de continuer à se battre pour cela et à favoriser justement le fait d'avoir la jante féminine partout dans l'entreprise. Merci Jonathan Bordereau, donc CEO de Golden Bees, pour cet hommage, on va dire, aux femmes. Alors j'avais juste une petite question à poser, parce que c'est vrai que tous ces chiffres très positifs sur les femmes, sur le fait que les entreprises dirigées par des femmes sont performantes, vous l'avez évoqué, vous êtes papa d'une petite fille. Tout à fait. Le congé paternité vient d'être légèrement prolongé. Le gros souci de la femme, c'est quand même le fameux plafond de verre et de devoir gérer son rôle de maman et son rôle d'entrepreneur. Donc finalement, c'est un peu là-dessus qu'il faut aussi faire bouger beaucoup les lignes, parce qu'elles ont tous les atouts. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça va dans ce mode de pensée, dans ce schéma qu'il faut complètement bouleverser. On est toujours dans le thème de la disruption. Et ce que je me suis appliqué à moi, puisque j'ai également une femme qui est entrepreneuse, qui est très ambitieuse, qui veut faire plein de choses. Et du coup, on a réparti à 50-50 toutes les tâches ménagères et également tout le temps qu'on doit passer avec les enfants. Et la réalité, c'est que c'est bénéfique aussi pour nous parce qu'un homme, il n'est pas juste bon à travailler et il doit aussi être capable d'apporter à ses enfants des choses pour leur permettre de se construire. Et c'est comme ça aussi qu'on permettra à nos filles d'avoir les mêmes ambitions que nos fils. Et ça, c'est un joli mot, on va dire, de conclusion. Justement, on arrive à la fin de cet événement mondial, pour la première fois diffusé en France, événement Disrupt. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Parce qu'on a beaucoup parlé de disruption là, pendant tout l'événement. Disruption, pendant un temps, ça a été le mot tarte à la crème. Au lieu de dire changement, perturbation, on parlait, c'était presque comme schtroumpfer. Je disrupte, je schtroumpfe, c'était un peu ça. Mais là, on prouve quoi? Concrètement,
que, à travers tous les pitchs qu'on a entendus, tous ces rebelles et ces futurs rebelles dont parlait Faria en introduction, on peut faire bouger les lignes? On peut faire bouger les lignes, on doit faire bouger les lignes. Parfois, ce ne sont pas des choses compliquées, c'est souvent même parfois des choses simples. Ce sont des choses juste dans la façon de faire, comme ça peut être des choses technologiques. Mais dans tous les cas, si l'on veut survivre, peu importe ce que l'on doit traverser, on doit se réinventer. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde professionnel dans lequel on vit aujourd'hui, qui évolue très rapidement. Et en fait, le fait de stagner ou de se dire que c'était mieux avant n'est plus permis. Et encore une fois, se remettre en question, se disrupter, c'est tout simplement se baser sur quelque chose de primaire chez l'être humain, c'est l'instinct de survie. Et ça, on l'a tous en nous. À nous ou pas de l'activer. Bon, un beau succès, on en aura encore l'année prochaine, on espère dans d'autres conditions. Oui, on espère en présentiel, mais c'était important de pouvoir conserver cet événement, de pouvoir transmettre tous ces messages positifs, surtout dans le contexte dans lequel on vit actuellement, pour permettre et donner aussi une force, une envie d'aller plus loin et de se dépasser à tout le monde. Merci beaucoup Jonathan, merci à tous ceux qui nous ont suivis en streaming et si jamais vous nous avez rejoints en cours de route, il y a toujours les replays sur le site de Golden Bees dont vous pourrez revoir chacun des pitchs et un peu mieux les savourer. Donc merci encore à vous tous et vous toutes. Merci, au revoir.